Eh bien, c'est parti. Alors, un peu comme d'habitude, mais on va le faire encore plus sérieusement. Les questions seront posées. Alors, je vais arrêter de bouger dans tous les sens. Les questions seront posées avec le microphone et je vous poserai des questions. Donc, vous aurez des réponses à donner devant le microphone. Ok ? Bien. Pourquoi on fait ça? Parce que vous savez que aujourd'hui, le monde des sachants, ceux qui vous donnent l'information, ceux qui sont dans les conférences, qui parlent, eh bien, ils laissent un temps pour les questions, mais la présence du public ne vient jamais remettre en question ce qu'ils racontent. Et souvent dans les conférences, il y a toujours quelqu'un ou il y a toujours en soi le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faudrait qu'on puisse prendre la parole et qu'on devrait s'exprimer sur le contenu de cette conférence. Alors là, vous avez cette opportunité-là. OK ? Non, mais c'est le but. Donc, du coup, sachez que le but, c'est que vous vous appropriez toute cette présentation. Parce qu'en fait, cette présentation, elle s'adresse à ce que vous êtes en train de construire. Et aussi ce que vous êtes. Et la raison même pour laquelle vous faites ce que vous faites. D'accord ? Oui. Non mais, reprenons un petit peu les basiques de l'économie circulaire. Hein ? Si vous vous êtes intéressé à l'économie circulaire, c'est en partie parce que les modes de production, la gestion des déchets, la gestion du rapport entre une entreprise et ses clients, à un moment donné, elle vous pose question, c'est problématique. Et on ne peut pas, on a besoin du coup de s'investir dans ce rapport-là pour pouvoir le changer un petit peu. Donc ici, dans ce cours, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de changer le rapport, déjà de moi par rapport à vous, mais aussi de votre idée, de votre projet, de votre projection sur le monde. Et pour essayer de comprendre, qu'est-ce qui fait que vous êtes en mesure de formuler quelque chose qui vous ressemble et quelque chose qui fait sens dans le monde dans lequel on vit. Marine. On a le droit de poser des questions qui ne sont pas directement liées à... Tu viens de le faire. Ils sont partis? Je comprends pas, ça fait pas la 3e fois que tu te changes aujourd'hui? T'étais pas habillé comme ça tout à l'heure, non? Alors, qui pense que je me suis changé plusieurs fois? Voilà, merci, j'ai enlevé ma veste. Ok, bien. C'est vous, en fait, si vous voulez, c'est votre cours. Donc, c'est bien, je salue ton courage. Mais simplement, les interactions et le cours, c'est aussi vous qui le faites. Donc, si vous faites des interventions sur le quotidien, des choses un peu triviales, ce sera aussi ça réfléchira la nature de ce cours. Bien. Alors, j'ai mis cette phrase. Au commencement était le verbe. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de la Bible. Oui. Bon, alors, moi, je suis pas chrétien. Ça vient des évangiles. Hein. Mais je sais pas un prêche. Mais je pense que cette idée-là, au commencement était le verbe, est quelque chose de très important. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un, cette idée? Oui? Allez. Allez, come on. Ça va, la présentation n'est pas très longue. Tu dis pourquoi ça te parle? Ça me parle parce que je trouve que depuis le début, tous les débats qu'on a d'idées, c'est surtout une question de vocabulaire et de compréhension du langage. Enfin, je ne sais pas si c'est de ça que tu voulais parler, mais... Voilà. Est-ce que... Bravo. Donc, comprendre le langage. Oui, Christina. Non, mais justement par rapport aux échanges et par rapport au parler, etc., ce qui est fabuleux avec ce groupe, c'est que vous êtes tous ensemble, 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 vous
c'est qu'il y a, je ne sais pas, 7 ou 8 nationalités différentes. Et donc, on a des raisonnements différents, conditionnés par nos langues maternelles respectives. Et du coup, je trouve que c'est une véritable ruche d'idées par rapport à plein de concepts, même l'économie circulaire, qu'est-ce que le déchet pour chacun. Enfin, on pourrait passer des heures et des jours là-dessus. Là, on est sur le verbe. Ok, merci Christina. On applaudit. Alors, je passe la parole à Nastia après. Une seconde. J'aimerais simplement dire une chose, c'est que le verbe fait référence à l'agir, à l'action. D'accord ? Le verbe, c'est pas juste un mot, c'est pas juste un objet, c'est un geste, c'est un mouvement. D'accord ? Un geste. Alors c'est aussi un être, quand on fait quelque chose, on est mu par ce verbe. D'accord ? Et donc, si on doit juste faire un peu d'interprétation biblique, alors vas-y Nastia. Justement, c'est pour rebondir sur le côté action, agir. Le verbe, c'est très bien. Ça ne doit pas rester dogme, ça ne doit pas rester figé. C'est notre interprétation qui fait que les choses bougent et que l'action a lieu. Bravo, merci. Tout à fait. Le verbe, c'est le mouvement. Donc, au commencement était le verbe, au commencement était le mouvement, le geste, se mettre en mouvement, se mettre à agir. Et donc, là, on ne questionne pas encore qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait, voilà, quel est le verbe qui va nous habiter. Mais on prend en compte qu'au commencement, il y avait l'action. Et donc, c'est ici aussi, on est là pour se mettre en mouvement. Hein ? C'est pour ça qu'on est là, je crois. En marche. Alors tous les macronistes, venez par ici, on va faire une petite session. Ça fait 2 fois que tu es macroniste aujourd'hui. Tu voulais ? Ah non, tous les deux, venez tous les deux. Moi, quand j'ai quitté ma boîte, mon boss, mon ancien boss, du coup, il fait de... Non, si, c'est parce qu'il a une métaphore assez intéressante. C'est qu'il dit que dans la vie, il faut être comme un bateau. Si on est immobile, on n'est pas manœuvrable. Et du coup, il faut toujours se mettre en mouvement pour après pouvoir prendre des directions et tracer son chemin. Donc la première chose à faire, c'est de se mettre en mouvement et après, on peut choisir où on va. Donc la formation, elle doit nous servir à nous mettre en mouvement et puis on verra bien. Tout à fait. Bravo. Tout à fait. Je réagis, après je te passe la parole. En effet, il n'y a que dans le déséquilibre qu'on est capable de se mettre à chercher ce qui vient après. Hein ? C'est parce qu'on a cet espace de déséquilibre dans la marche, par exemple, qu'on cherche la suite. On cherche l'endroit où on va se trouver sa nouvelle stabilité. Mais donc, il y a toujours cette précarité du mouvement. Le mouvement n'est jamais une sécurité, jamais une certitude. Le mouvement, c'est ce qu'on vit et c'est ce qui nous amène à être là où on est. Donc je rejoins cette chose que tu viens de nous dire, Béranger. Alors moi, j'avais une question. Du coup, pour se mettre en marche, comment on se met en marche ? Et d'ailleurs, pour se mettre en marche, pour se mettre en mouvement, faut savoir où on va. Déjà, il faut savoir où on va. Et qu'est-ce qui fait que, même si parfois... non, mais en fait, je crois que j'ai la réponse. Ok. Non, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait... Ok, admettons, je sais où je vais, mais j'ai du mal à me mettre en marche. Qu'est-ce qui fait que je vais me lancer ? Je crois que c'est le courage, peut-être. Le courage. Ok. Alors, non, mais je prends. Le courage ne tombe pas du ciel. Hein. Le courage, c'est pas un objet qui nous prend et qui nous surprend et tout d'un coup on l'a et on est capable de se mettre en mouvement. De la même manière, comment on fait et pour savoir, et tu disais où est-ce qu'on va. Mais je crois la première question qu'on se pose quand on se pose cette question,
C'est l'idée du commencement. C'est la question de où est-ce qu'on est? Où suis-je pour pouvoir aller quelque part? Qui suis-je pour aller quelque part? Qu'est-ce que je veux? D'accord? Et toute cette question-là, on va l'aborder après vous allez l'aborder dans des questions auxquelles vous allez répondre pour vous-même. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut. D'accord? Oh là 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 là! Bien, alors. Qu'est-ce que c'est? C'est la roue. C'est la roue. Alors, c'est la roue. Bon. Alors, imaginons maintenant que vous êtes l'inventeur de la roue. Alors, quel est le processus de design thinking que vous allez mettre en place pour inventer la roue? C'est la galère? Oui. Alors, essayons aussi de penser la roue en termes de verbe. C'est quoi le verbe? Avance. Avance. Alors, vous remarquez une chose, c'est que si je construis cette roue-là, ok. Alors, déjà, si vous voulez prendre la parole, moi, il faut venir ici. Hein. Donc, là, la roue, sachez une chose, c'est que si je construis cette roue, ok, et que je la déplace, en fait, ça ne me sert à rien à part déplacer la roue. Hein. En tant que tel, cet objet-là, il ne me sert pas à grand-chose. D'accord ? Donc, à quoi ça sert ? Quelqu'un peut me dire quel est le verbe derrière ça ? Hein ? Déplacer, on a dit déplacer la roue, c'est bon. Déplacer quoi ? C'est quoi le verbe derrière cette roue ? Faciliter le mouvement. Faciliter le mouvement, oui. Transporter. Attends, je reste là parce que j'ai envie d'interagir. Ouais. Alors moi j'aurais dit ce serait souffrir moins. Galère. Claire a dit galère. Galère, bah c'est ça, c'est galère. C'est galère. Okay. Bravo Claire. Parce que merci. Bravo, on applaudit Claire. Tu peux m'en aller, c'est ça ? Oui, vraiment, tu veux dire un truc ? Non, j'attends que tu dises des trucs. Non. Donc là, on va essayer de réfléchir au processus d'innovation, d'accord, sous-jacent à des inventions, d'accord ? Quand on pense à ça, on se dit, le premier verbe ici, c'est comment je fais pour réduire ma souffrance. Et donc, du coup, j'étais confronté à cette souffrance. Et cette invention-là, elle n'est pas venue en testant auprès d'un client et d'un produit, en lui disant, voilà, est-ce que tu aimes plutôt comme ci, comme ça, etc. Cette invention, elle était intuitive, elle était première, et elle s'est façonnée à travers le monde, le réel, dans un processus d'exploration, de hasard et de sagacité. Donc, sagacité, intelligence. Bien. Donc, on va jouer au jeu un peu de... Vous savez, le livre dont vous êtes le héros. Voilà. Bonjour, vous êtes au point mort. Alors, 1, vous attendez de voir et vous restez au point mort. 2, vous passez la première. Ou 3, vous démarrez la voiture et vous baissez le frein à main. Alors, qui lève pour 1 ? Alors, ok, j'ai une personne qui lève pour 1. Non, on parle de maintenant, aujourd'hui. C'est une bonne question. Si on n'a pas le permis, qu'est-ce qu'on fait ? Ok. La voiture, non, elle n'est pas démarrée puisqu'il fallait passer il fallait démarrer. Enfin, si on démarre la voiture, c'est que... Oui, bon, on est là. Qui est au 2 ? Qui passe la première ? Ok. Et qui est 3 ? Bon, ok, la majorité. Bon, la majorité démarre la voiture et baisse le frein à main. Ça veut dire quoi, cette petite histoire ? Ça veut dire que si vous passez la première, c'est que vous n'avez pas encore vérifié que la voiture était allumée ou pas. Parce que la voiture était allumée. Ok ? Donc, avant de passer la première, déjà, il faut voir un petit peu les contingences de votre environnement, des choses à faire. Bon, première chose. Ensuite, ceux qui décident de rester au point mort, alors viens m'expliquer pourquoi tu restes au point mort.
T'as choisi ça, t'as le droit. J'ai dit 1 parce que c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et c'est pour ça que je suis ici. Ok. Bon. Alors, aujourd'hui, on va tous démarrer la voiture, ok? Est-ce que vous êtes d'accord pour démarrer la voiture? Bon. Bon, mais justement, la question du permis, c'est la question des outils dont vous allez avoir besoin, d'accord? Pour pouvoir vous orienter, pour pouvoir explorer. Bien. Donc, on posait la question de comment explorer, comment trouver, comment produire. Alors, pour moi, il y a ces trois étapes un petit peu. 3 étapes qui sont un peu différentes, au sens où comment explorer, c'est quelque chose qu'on a commencé un petit peu à faire. On s'est donné des pistes, on s'est donné des exercices pour aller explorer le monde, rencontrer des gens, se donner des contraintes, essayer de réfléchir à des sujets. Comment trouver? Ça voudrait dire qu'on a déjà la réponse, ou qu'on sait déjà où est la réponse. Donc il va falloir adopter une autre attitude si notre ambition c'est de trouver. Et comment produire? C'est encore un autre état, un autre stade qui implique d'autres conséquences. Donc, oui. Par exemple, sur la partie gisement. Sur la partie gisement, le but c'est d'explorer, c'est d'aller appeler des gens. Quand je dis produire, c'est-à-dire produire votre projet final, votre design, votre industrie. Moi, quand je dis allô, bonjour, est-ce que vous avez des déchets? Je ne sais pas encore ni ce que je vais produire, ni quel est mon produit final, ni quel est mon design. Bien. Donc, ça dépend, c'est pas suffisant pour que... Oui, il y a des gens qui sont dans cette démarche-là, mais du coup, c'est pour ça qu'on l'intègre dans un exercice pour que ce soit un peu plus large. Parce que, justement, là, les questions qu'on va se poser, ça va faire en sorte qu'on se demande si ce qu'on est en train de produire, est-ce que la voiture est-ce qu'elle est démarrée, la voiture, pour pouvoir commencer à produire. Bien. Je vais vous donner un exemple de découverte, pour un petit peu explorer un peu la façon dont moi je perçois un peu les choses par rapport à l'idéation. Donc, là, le 3 septembre 1928, le docteur Alexander Fleming, alors âgé de 47 ans, revient de vacances et reprend ses activités dans son laboratoire du Saint-Mary Hospital à Londres. Il retrouve alors les boîtes de pétri où il faisait pousser des cultures de staphylocoques. Il a la surprise de voir ces boîtes envahies par des colonies cotonneuses de moisissures. Elles ont été contaminées par des souches d'un champignon microscopique, Penicillium notatum, appartenant à son voisin de paillasse, un jeune mycologue irlandais. Alors qu'il s'apprête à désinfecter les boîtes contaminées, Fleming s'aperçoit autour de colonies des moisissures qu'il existe une zone circulaire dans laquelle le staphylocoque n'a pas poussé. Alors, on connaît tous cette histoire de la découverte de la pénicilline, mais si on regarde un petit peu sur Wikipédia, je vous ai donné tous les liens, on se rend compte qu'en fait, dans les savoirs ancestraux, dans les pratiques, les gens avaient déjà fait cette invention. C'est-à-dire que ça fait des années, des siècles, que la pénicilline est en usage. D'accord ? Parce qu'en fait, les solutions, elles existent en partie dans la vie. Par exemple, la roue, c'est une solution qui a été inventée par quelqu'un, pas par des gens qui en avaient besoin à ce moment-là pour résoudre des problèmes. Et donc, si on cherche dans ces savoirs ancestraux, on trouve ces inventions. Et donc, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que peut-être que notre démarche, ça va être essayer de s'approcher de cette mode de pensée-là, plutôt que d'essayer d'avoir un autre processus que je vais montrer après. Oui, viens, tu veux dire parler ? Non, je ne sais pas. Si tu veux lancer le débat, par exemple, est-ce que tu penses que ça va lancer le débat, par exemple ? Peut-être, viens. Donc tu dis que est-ce qu'il ne faut pas se rapprocher d'un mode de pensée peut-être primaire ou je ne sais pas, ou enfin au début qu'il y avait,
Mais est-ce qu'avant ce mode de pensée, il n'y a même pas genre, la disponibilité des réponses dans la nature sans même que quelqu'un n'ait créé quoi que ce soit? Je ne sais pas si ça fait sens. C'est-à-dire que pour que dans la nature, il existe des plantes, il existe des processus naturels. Ouais, le soleil, le ciel. Oui, bien sûr. Oui, la forme. Non, la forme. Oui, les formes existent. Mais en tout cas, le problème, c'est pas que les formes existent, c'est que on se les approprie. De la même manière que les plantes existent, mais est-ce que comprendre ce que font les plantes, bah, c'est un autre. Se rapprocher de quelque chose d'existant. Alors, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que la réflexion autour de ces savoirs ancestraux, c'est que, en fait, il y a eu ce processus d'itération. Les gens, la première fois qu'ils ont voulu se soigner, ils ne se sont pas dit, tiens, je sais que dans cette plante-là, je vais la prendre, je vais la mettre, ça va me donner un remède. Il y en a plein qui sont morts, il y en a plein qui sont retrouvés avec des infections, il y en a plein qui... Mais au fur et à mesure des essais, il y a eu des trouvailles. Et donc, tout le processus d'itération, un petit peu de design, c'est ça, c'est de faire ce travail-là. D'accord ? Donc, peut-être que il y a déjà des chemins qui ont été empruntés par des gens, il y a déjà des voies qui ont été empruntées qui permettraient de vous économiser du travail, par exemple. Oui ? Alors, itération, c'est un terme de programmation, d'accord ? Et en fait, ça consiste à faire une boucle dans laquelle, à chaque répétition de cette boucle, à chaque fois que la boucle se termine, elle revient à son démarrage et elle réaffecte tous les éléments du programme. Par exemple, un programme très simple pour compter de 1 à 100, par exemple, c'est de faire une boucle dans laquelle on met une variable qui s'appelle nombre, qu'on démarre à 0, et nous on dit, vas-y, compte jusqu'à 100. Et donc ça fait 1, puis ça fait revient, ça fait plus 1, ça revient, etc. Et donc ça fait ce processus de... Alors il y a une différence entre la récursion et l'itération, mais bon, on ne va pas rentrer dans les considérations programmation, mais en tout cas, c'est l'idée qu'on revient sur quelque chose pour lui affecter une nouvelle forme, pour lui donner une nouvelle forme. Bien. Donc, je voulais vous poser cette question, c'est quoi un nom vernaculaire ? C'est quoi vernaculaire ? Personne ne sait ? Alors, vernaculaire, ça fait référence aux langues naturelles, voilà, aux mots naturels qui sont utilisés pour décrire des objets dans une partie géographique du monde. Donc, à certains endroits, on va décrire une réalité avec un mot. Non, c'est pas l'histoire de la neige avec les... Essaye d'intervenir en venant ici. Vraiment, je vous invite à venir ici. L'idée, c'est que les choses ont une réalité pour des gens. Et les gens les nomment. D'accord ? Et il y a certaines réalités qui sont propres seulement à un espace géographique limité. Parce que ces gens-là savent que cette plante s'appelle comme ça et qu'elle a cette vertu-là. Simplement, dans d'autres endroits du monde, on ne connaît pas cet usage, et donc on ne la nomme pas de la même manière. On lui donne un autre nom, qui fait référence peut-être à d'autres choses. Et donc, les noms vernaculaires, ça définit une réalité. Et cette réalité-là permet de s'approprier le réel, et de comprendre comment interagir avec le réel. Donc, on continue notre petite exploration dans le livre dont vous êtes le héros. Donc, vous roulez. Est-ce que voulez-vous, 1, explorer le pays, 2, tomber sur un sac d'or, ou 3, vous lancer dans la production automobile? Alors bon, j'ai mis des petites légendes. Hein. Donc 1, vous explorez le pays, vous avez du temps à perdre. D'accord ? Vous ne savez pas très bien où vous allez, mais vous avez un peu de temps à perdre et vous voulez vous balader, éventuellement revoir du paysage, rencontrer des choses. Bon. Peut-être vous avez peut-être la possibilité d'avoir un guide, hein, aussi du routard. C'est peut-être un peu ce qu'on est là, mais bon. Ensuite, 2, vous voulez absolument tomber sur un sac d'or. Vous êtes là, dans votre voiture, mais vous voulez trouver un sac d'or. Hein ? Et vous êtes là, où est mon sac d'or ? Alors là, ce que j'ai mis, c'est que vous avez votre santé mentale à perdre. Ou avoir la carte du trésor. Alors on va revenir un peu sur comment faire pour
faire la carte du trésor. On va voir si on y arrive. Et ensuite, 3, vous lancez dans la production automobile, et bien là, vous n'avez rien à perdre. C'est-à-dire vous avez de l'argent, vous pouvez lancer la production, ça marche pas, vous êtes prêt, quoi. D'accord ? Mais vous n'avez rien à perdre. D'accord ? Ok. Oui. Viens le dire ici. Je ne sais pas si j'ai tout bien saisi, mais tu parles du livre de notre vie. Non, là, on est en voiture. De l'histoire de notre vie. Non, le livre dont vous êtes le héros, tu sais Oui, pas c'est quoi la référence ? D'accord. En fait, c'est quoi le rapport entre le livre de notre vie et ça, en fait ? En fait, le livre dont vous êtes le héros, c'est des livres en fait c'était avant les jeux vidéo et tout ça. En fait, tu étais dans un livre et en fait, tu lisais un paragraphe, on te décrivait le monde, etc. Et ensuite, on te disait, si tu veux aller parler au loup de la grotte, va à la page 50. Si tu veux rester parler avec la fée Clochette, pas Clochette, la fée, je sais pas, un nom de fête, Carabora, voilà, la fée Carabora. Caraba. Voilà. Va à la page 27, d'accord ? Et donc en fait, ça te fait ton parcours de voyage dans le livre. Donc c'est ça, le livre dont vous êtes le héros. Donc là, c'est pour ça qu'en fait, là, je vous propose de vous attribuer à vous le nombre, la page où là vous voulez aller. D'accord ? Alors là, le contexte, c'est le contexte de maintenant. D'accord ? Là, c'est une métaphore, vous n'êtes pas en voiture. D'accord ? Il n'y a pas de sac d'or, mais c'est une métaphore pour vous faire comprendre les enjeux liés à la formulation d'un projet de design, à l'enjeu de la formulation d'une entreprise, d'un projet économique et aussi d'une solution liée à l'environnement et à la production. D'accord ? Mais pourquoi tu as mis ça ? Alors ça, c'est les légendes, c'est-à-dire... Moi, quand je dis que vous avez dû... Quand tu mets... c'est personnel, hein, mais vous roulez, vous explorez le pays. Vous explorez le pays. Voilà, vous tombez sur un sac d'or. Et ensuite, ça, c'est les conditions. Mais pour moi, par rapport à même ce qu'on fait, explorer le pays, ça te donne de l'inspiration, ça te nourrit, et peut-être qu'après, tu vas avoir le déclic pour te lancer, non ? J'ai pas dit le contraire. Mais il faut du temps. Il faut avoir du temps à perdre. Là, le temps que vous passez, là, c'est pas du temps que vous passez à produire ou à... Alors, il faut du temps. C'est du temps à perdre. Non, il faut du temps, en effet, mais qu'est-ce qu'on en sait que d'explorer, ça va pas nous faire gagner du temps après ? Exactement, mais c'est sûr. Mais là, je vous dis pas que... Rébellion Je ne vous dis pas que... Je ne vous dis pas que le temps est perdu. Je vous dis que le temps est à perdre, potentiellement. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, que vous gagnez ou que vous ne gagnez pas, si vous ne gagnez pas, eh ben vous l'aurez perdu parce que vous êtes prêt à le perdre. Ah, ça c'est une autre question. Dans la vie, on ne perd jamais son temps. C'est Bill Haley qui a dit ça, donc on va peut-être avoir un débat sur ça. En fait, pour le troisième, pour vous lancer la production automobile, je pense qu'il y a pas mal de choses à perdre. En fait, c'est de l'énergie, de matériel, donc je modifierai le dernier. Oui. Non. Alors, je restais avec le mot à perdre pour rester dans un jeu de mots. Mais quand je dis vous lancer dans la production automobile, quand je dis vous n'avez rien à perdre, c'est-à-dire que en fait, vous êtes en maîtrise de tous les paramètres qui vont vous permettre de lancer votre industrie. Si moi, demain, je décide de lancer une entreprise qui vend une épice. Bon. Alors, donc, je vais du coup investir, je vais essayer de me mettre sur le marché. Pour autant, toute cette truc-là, j'ai pas encore vraiment, je sais pas très bien, je connais pas très bien, j'ai pas fait d'études marketing, j'ai pas fait. Là, on parle d'aujourd'hui, on parle maintenant. Maintenant, vous êtes dans cette situation à choisir 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous faites ? Je dis pas dans 5 ans, vous aurez fait votre étude marketing, etc. On parle de nous maintenant ici. Donc là, moi, si demain je décide de me lancer si je choisis la proposition 3,
me lancer dans la vente de safran, j'ai la chance, il y a peut-être des chances que je me casse la gueule parce que j'aurais été un peu à l'aveugle. Puisque j'ai rien à perdre, ça me va. Je vous dis juste que ça vous permet de vous savoir à quoi vous attendre. Vas-y, viens, Bastien. Est-ce qu'on peut remplacer le mot automobile par épice, tout simplement? Oui, on peut remplacer automobile par épice. De toutes les manières, un sac d'or, ça peut être un sac de ce que vous voulez. Hein. C'est pas un sac de Haribo. Tu voulais dire? Viens, Triné? Non? Ah, d'accord. Elle fait ses cheveux. Bien. Donc, du coup, qui est sur le 3? Qui veut se lancer dans la production automobile? Ou dans la production, maintenant, aujourd'hui? Ok. Qui veut tomber sur un sac d'or? Ah. Ok, j'ai 3. Mais voilà, moi je vous dis, on vous donne un sac d'or, allez, il n'y a pas de problème. Ok, et qui est plutôt dans l'idée d'explorer le pays? Ok, la majorité. Touristes. Bien. Donc, les 3 sont valables. Les 3 sont valables. Simplement, ça veut juste dire que, vous savez ce qu'il en ressort, et 2, vous vous armez pour pouvoir le faire. Bien. Alors, on reprend un peu notre histoire de méthodologie. Alors, Charles Goodyear cherchait à ôter au caoutchouc l'élasticité qui le rend impropre à de nombreux usages. Un beau jour, il fait tomber accidentellement un morceau de latex enduit de soufre sur une poêle. Je ne sais pas comment il a fait, mais bon, accidentellement. J'aime bien ça parce que c'est un peu les histoires qu'on raconte dans les synagogues ou dans les endroits un peu religieux. On raconte des histoires un peu magiques comme ça pour inspirer les gens. Hein? Donc un beau jour, il fait tomber accidentellement un morceau de latex enduit de soufre sur un poêle, le jette dans un premier temps le magma obtenu et se ravise après avoir réalisé qu'il a trouvé ce qu'il cherchait et fait breveter le procédé. Donc, encore une fois, je reprends mon idée que le hasard et l'intelligence fait qu'on est capable, dans son processus de mise en mouvement, de commencer à faire décanter les différentes choses qui sont susceptibles de construire notre idée. Et que, en vérité, les trouvailles qui ont été faites, elles n'ont pas été faites a priori, mais elles ont été faites pendant le déplacement, pendant le déséquilibre, pendant le mouvement, quand il était en train de se galérer. Merci Claire. Se galérer. Okay, non, mais je dis, il ne se galérait pas à essayer de trouver quelque chose. Il était en train de faire, je sais pas, des pâtes et puis il y a un truc qui est tombé et tout ça. Non, si. Il cherchait. Il essayait de trouver la propriété. Pardon. Il essayait d'ôter au caoutchouc ses propriétés élastiques. C'était son ambition, mais il ne savait pas comment faire. Alors, il a essayé plein de choses. Puis un jour, un peu comme la pénicilline, il se passe cette chose-là, ce hasard, voilà. Et c'est parfois, en fait, en essayant de chercher absolument à répondre à un besoin, qu'en fait, on s'acharne un peu. Et parfois, il y a de la chance, et puis les choses font. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que jamais il n'aurait trouvé la solution s'il n'avait pas un poêle, s'il n'avait pas du latex, s'il n'avait pas du caoutchouc, s'il n'était pas en train de faire bouger un peu les choses, s'il n'était pas en mouvement. S'il n'avait pas un verbe qui l'animait. Alors, très bien. La première slide, vous avez compris la première slide. La deuxième. Alors, maintenant, la question c'est « What do you want to explore ?» Non, je trouve que ça passe bien en anglais. « What do you want to explore ?» Tu vois, alors, qu'est-ce que vous souhaitez explorer? Ça, c'est une question. Je vais vous passer à la fin le slide. Vous allez avoir une série de questions un peu plus approfondies, une suite de questions, et vous allez essayer un petit peu d'y répondre pour vous. Hein? Pardon? J'ai pas compris. Ces slides sont adaptés aux réponses?
Eh bien là... Non, il y aura aussi la partie sac d'or, il y aura aussi la partie aux productions automobiles. Je prends tout. Je prends tout. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Moi, je vous dis juste comment je vois les choses, comment je fais l'état des lieux. Bien. Donc qu'est-ce que vous voulez explorer? Alors là, on a exploré un peu la matière, on a voulu faire des expériences. Est-ce qu'on veut se laisser guider par les rencontres, les explorations? Est-ce qu'on a besoin d'un routard? Est-ce qu'on a besoin d'une méthodologie pour pouvoir trouver le sens de ce qu'on veut faire? Et c'est un peu là ce qu'on essaie de faire, mais c'est à vous un petit peu de voir quelles sont les choses déjà existantes sur les sujets que vous voulez explorer. Mais cette question-là, qu'est-ce que vous souhaitez explorer? Si c'est la réponse 1 que vous avez posée, il va falloir vous la poser. Il va falloir vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez explorer? D'accord? Mais on va avoir d'autres éléments de lecture, mais en tout cas, cette question est importante, si c'est à un moment donné ce que vous avez fait. Et cette question-là, elle va être mise en balance avec d'autres choses. On va aussi revenir un peu sur la question de Kigai, mais on va revenir sur ça. Donc, à la fin de la présentation, vous aurez un certain nombre de slides comme ça avec des questions, et je vous demanderai d'essayer de prendre un peu de temps pour y répondre. Donc, du coup, on veut bien explorer, mais comment est-ce qu'on explore? Comment est-ce qu'on explore? Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu, mais qui a une réponse? Tu vas venir le dire? Oui. Je crois qu'il faut commencer par quelque chose et explorer, tester au fur et à mesure différents trucs et affiner, mettre de côté ce qui ne va pas du tout et avancer là où on trouve que peut-être. Pas d'applaudissements? Donc, comment explorer deux propositions, soit d'une façon complètement intuitive, on se laisse aller, on suit ce qu'on ressent, soit on a effectivement le guide du routard dans la poche et quelqu'un a pensé pour nous. Ok. Je pense qu'aussi explorer pose les bonnes questions, donc pose les bonnes questions à les bonnes personnes. Il y a toute une recherche de besoins. Oui. Du coup, donc la question du besoin aussi, c'est la question de, on va y revenir après, mais la question de qu'est-ce que j'ai besoin d'explorer, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'explorer, qu'est-ce qui fait que quand je me mets en mouvement, ça participe de l'intérêt de ma vie. Du coup, ces questions-là, on va essayer d'y répondre. Donc, moi, je peux vous proposer des méthodologies. Alors, il y a des méthodologies un peu random. Par exemple, là, j'ai cette méthodologie-là que j'ai mis au point hier. Donc, suis-je capable de créer à partir de Ah ouais, et j'avais une autre... il manque un morceau de la truc. Attendez, il manque un morceau d'un truc, mais vous l'avez à la fin. Et ici, je vous ai mis l'adresse d'un site de générateur de mots aléatoires. D'accord? Donc, si vous ne savez pas quoi faire, vous mettez ça, et puis le hasard fera le travail pour vous. D'accord? Mais sachez une chose, c'est que même si vous vous donnez un prétexte, disons, bidon, ou qui vous séduit un petit peu au départ, tout ça, c'est juste une membrane. C'est quelque chose qui peut grandir, qui peut c'est quelque chose qui n'est pas figé. Ça vous permet juste de vous déployer, de faire des rencontres, de faire des trouvailles et éventuellement d'avoir cette idée qui apparaît, qui se crée par l'opportunité. D'accord? Donc voilà, une méthodologie. Je vous demanderai un petit peu d'essayer de tester ça rapidement, de prendre des mots au hasard et de voir si ça fait sens. Sans passer trop de temps, c'est juste pour essayer de voir si ça fait sens un peu. Et du coup, on en vient à un concept qui s'appelle la sérendipité. Alors, c'est le concept qui est un peu là en filigrane. C'est hasard et sagacité, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est laisser faire le hasard et avoir l'intelligence d'y voir
le sens et d'y extraire le sens qui nous nourrit, qui nous permet au fur et à mesure d'en extraire quelque chose et de se construire avec ça. Bon, je vous ai mis le Wikipédia, vous pourrez lire un peu plus détaillé. Alors, la sérendipité ne commence pas par une savante hypothèse ou avec un plan déterminé. Elle n'est pas due seulement à un accident ou à un hasard, mais les milliers de grandes ou petites innovations qui ont jalonné l'histoire de l'humanité ont un élément commun. Elles n'ont pu se transmettre que parce qu'un observateur, un expérimentateur, enfin un ou une, c'est écrit là, mais une expérimentatrice, un artiste, une artiste, un chercheur, une chercheuse, à un certain moment, ont su tirer profit de circonstances imprévues. Alors, bien sûr, ça marche. Alors, par exemple, il y a ça. Il y a ça. On connaît cette histoire un peu qu'on raconte aux enfants. Mais bon, moi je dis le hasard c'est bien, mais c'est mieux si vous êtes Newton. Ça aide un peu. Donc mieux vaut avoir déjà un bon background, avoir fait avoir un cerveau bien développé. Et du coup, ça, on va en venir ça rejoint un petit peu certaines méthodes qui sont proposées, donc qui expliquent en fait comment avoir des idées et qui sont présentées sur des TED ou quoi, et qui vous expliquent un peu ce processus-là. Donc on va voir maintenant ensemble le design thinking tel qu'il est présenté par l'industrie de... Vous allez dire la macronie, par l'industrie de l'entreprise agile et innovante. Donc, alors il y a plusieurs frameworks. Alors, plan d'action, ou je sais pas, structure d'action, cadre. Donc, par exemple, là, on voit understand, explore, prototype, evaluate. Donc tout ça, c'est des concepts qui, quand vous n'avez pas de matière, quand vous n'êtes pas en mouvement, quand vous n'êtes pas mu par quelque chose et que vous n'êtes pas en train de faire, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, j'ai rien contre ça. C'est un framework et on va le voir en détail. Donc ça, c'est le framework de la Think Academy de IBM, je crois. Donc on nous explique que, en fait, le but de l'entrepreneur, c'est de comprendre son client. L'entreprise, c'est de comprendre son client. Et donc là, on voit un petit peu le fantasme, surtout à l'ère du numérique, de pouvoir lire dans ses pensées, de voir son cerveau, de voir ce qu'il fait, de voir ses données, et donc du coup de pouvoir extraire ce dont il a besoin au moment où il en a besoin pour pouvoir lui offrir. Et ça, c'est un peu ce qu'apporte la méthode agile, en tout cas comme présentée par IBM. Et c'est un peu ça en fait qu'on essaye de faire dans les design thinking, dans les méthodes agiles. Donc, du coup, ensuite, on a donc cet utilisateur qu'on a essayé de cibler. Puis ensuite, on va venir l'interviewer et on va commencer à avoir une conversation avec lui en lui disant « Mais du coup, tu utilises mon service, mais est-ce que ça fonctionne comme tu veux? Mais pourquoi tu n'arrives pas à utiliser mon service ?» etc., etc., jusqu'à pouvoir extraire le produit, le besoin qui fera sens pour accroître son chiffre d'affaires, pour avoir plus de réussite dans son entreprise. Donc, ils font des interviews, ils vont voir les gens, ils discutent avec eux, et on parle à ce moment-là de empathize. Donc, je vais vous montrer ça dans la méthodologie. Et une fois que on a compris c'était quoi, qu'est-ce qu'ils voulaient, alors on a des équipes de designers qui font le travail de réfléchir à, pour ce besoin-là, comment est-ce qu'on va proposer une solution. Alors, est-ce que ça va être un chatbot? Est-ce que ça va être une interaction par téléphone? Est-ce que ça va être par quel biais on va réussir à capter ce qu'on n'avait pas réussi à capter jusque-là? Et donc, ensuite, c'est implémenté, testé, etc. Donc, très bien, ça c'est vers l'optimisation, vers l'efficience de la boîte. Moi, ce que je vous dis ici, on ne parle pas d'efficience. Parce que, comme je vous l'ai dit, au départ, aujourd'hui, là, peut-être qu'on est dans un contexte, on est au point mort. On a quand même démarré,
Et on a quand même baissé le frein à main et on a commencé à explorer. Donc, du coup, le design thinking, si vous voulez avoir une introduction sur le sujet, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est présenté. D'accord ? Enfin, selon IBM. Maintenant, il y a d'autres gens qui expliquent comment faire pour avoir des super idées. Alors, vous avez des TED Talks avec des gens qui vous expliquent, pour avoir des idées, c'est très facile. Hein, voilà, il suffit par exemple donc on vous donne des exemples, un peu comme ce que j'ai fait. Hein. Donc par exemple, on vous prend un chanteur alors qu'il y a plusieurs millions de vues sur YouTube, je ne sais pas, peut-être 1 milliard. Et donc il explique que ce chanteur, il était très triste, et du coup, il a utilisé sa souffrance pour écrire une chanson. Et du coup, grâce à cette souffrance, il a trouvé en lui les moyens de devenir une star. Donc, c'est un peu le degré de simplification qu'on aura sur ces méthodes-là de design thinking. Mais en vrai, il ne faut pas jeter ça. Je pense qu'au fond, ce qu'il essaye de dire, malgré, après, tous les autres paramètres, hein, c'est que, en fait, ça va partir un petit peu de soi. D'accord ? Et que vous êtes un peu, au final, dans l'ère du macronisme, livré à vous-même pour inventer le monde de demain. Tous, vous, en tant qu'individus. Et de le sauver. D'accord ? Et de faire sens. Mais je pense que si on oublie la dernière phrase que j'ai dit, faire sens, c'est d'abord ça qui compte. C'est d'abord ça le central. Faire sens dans votre épanouissement, dans votre réflexion, dans votre recherche, dans votre exploration. Donc, je reprends les steps qui sont décrits par les process de design thinking. Donc, le premier, c'est empathize, donc avoir de l'empathie pour son utilisateur, donc le comprendre. Donc, ce que faisait donc avec la fille qu'on voyait dans le truc de IBM. À partir de cette empathie, de cette compréhension de cette personne, on va pouvoir réfléchir au problème, à la problématique qu'elle rencontre, pour ensuite réfléchir avec nos designers sur les différentes solutions applicables possibles, qu'on va ensuite prototyper, tester, et puis recommencer. Donc c'est ce que vous montrez aussi Arnaud Bousquet sur le 8, là, avec ce processus itératif, je reprends le mot, de prototyper, tester, avoir les feedbacks des utilisateurs, revenir, améliorer, jusqu'à ce que le produit marche bien. Alors, oui ? En fait, je voudrais juste une petite précision parce que là, du coup, on retrouve un peu toute la façon qu'on a de travailler à chaque fois qu'on travaille sur une entreprise. et du coup, je me demandais si la différence, c'était que dans la façon dont on travaille, on rajoute au design thinking l'idée de circularité. Alors, je ne saurais pas répondre à ça, puisque en fait, ce qu'on a fait jusque-là, c'est multiforme. Maintenant, c'est sûr que la dimension de la circularité apporte des problématiques qui du coup, éveillent de nouvelles préoccupations, des préoccupations que je pense qu'on a exprimées ici et qu'on partage, à savoir d'un monde qui fait plus sens. Et je pense que c'est dans ça que l'économie circulaire participe de cette idée-là. Donc, du coup, ces méthodologies-là, pour le moment, on ne les a pas vraiment mis en œuvre pour soi. On les a mis en œuvre dans le cadre d'exercices qui nous capacitent, enfin qui nous donnent des compétences nouvelles, d'accord, qui nous permettent de se mettre sur qu'est-ce que c'est que chercher un financement, ou qu'est-ce que c'est que faire un business model, ou qu'est-ce que c'est que de faire du design avec une découpeuse laser, etc., de faire de la modélisation. Bon, ça vous donne des compétences que vous allez peut-être, qui vont vous ouvrir des champs de vision, d'accord. Donc, cette méthodologie-là, on en a besoin. Je la critique pas. Hein,
je la critique un peu, mais en tout cas, je lui reconnais ses mérites et son efficacité à certains endroits. Simplement, je dis que sur la partie empathize, define et ideate, j'ai peut-être une autre approche. Et que pour pouvoir faire en sorte que le projet, d'un point de vue global, fasse sens, il va falloir faire en sorte que cette partie-là nous ressemble. D'accord ? Pareil, sur la partie des prototypes et tests, la dimension de se rendre compte quels besoins on crée ou on résout en faisant le projet qu'on a, c'est aussi une partie très importante pour se rendre compte des contraintes financières, de résultats, est-ce que ça fonctionne ou pas, d'accord ? Et ça, cette partie-là, vous pouvez aussi la voir dès maintenant, à partir du moment où vous êtes dans cette partie de production. Mais il faudra implémenter ça. Bien. Donc, là, quel est le verbe d'après vous ? Alors, verbe, j'entends monter, escalader. Alors, c'est sûr que si on regarde comme ça, on voit monter, escalader, mais on voit quand même qu'elle a une difficulté. D'accord ? Elle a un peu une difficulté à accéder jusqu'en haut. Cet exemple, je le prends d'une autre présentation sur Design Thinking que je vais vous livrer un petit peu après. C'est qu'en fait, d'emblée, quand on voit un problème, on a du mal à identifier c'est quoi le problème et qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à cette situation qui constitue peut-être une difficulté pour résoudre les choses. D'accord ? Alors pour pouvoir identifier ça, en fait, le problème là, c'est qu'elle essaie d'atteindre quelque chose qui est plus petit qu'elle, parce qu'elle est plus petite, qui est plus grand qu'elle. Et donc en fait, s'il y a une solution à trouver, c'est comment faire pour qu'elle puisse se grandir, pour pouvoir aller plus haut, ou voilà. Donc c'est ça le verbe, c'est pouvoir atteindre. D'accord ? Donc, du coup, essayez donc de prendre le temps aussi, voilà, dans des situations particulières, de voir quel est le verbe, d'accord ? Et de pas simplement d'écrire les choses avec ce verbe. C'est de comprendre en fait quelle est la nécessité sous-jacente. Et en fait, une autre chose, c'est que dans votre vie, maintenant, dans la vie, pour pouvoir obtenir, se projeter dans un design sur le monde, de dire voilà, il y a une opportunité ici, il y a un problème ici, il faut avoir cette capacité de voir quelle est la chose qui manque, quel est l'espace, quel est l'objet qui manque, quel est le verbe qui est en jeu pour pouvoir se dire je vais essayer de réfléchir à une solution dans cet espace, parce qu'il manque un espace pour pouvoir agir. Bien. Donc, j'ai extrait cet exemple d'une présentation de Stanford avec donc, ce professeur qui nous dit « Innovation is not an event, it's a process ». Et jusque-là, on est d'accord. L'innovation, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, ce n'est pas quelque chose qui arrive de toute éternité, mais c'est quelque chose qui se crée par notre mouvement. Et en ça, on se rejoint ici dans nos deux approches, d'accord ? Puisque le processus décrit par la méthode de Design Thinking, c'est de dire qu'il y a un processus de formalisation. Simplement, ce que j'essaie de dire, c'est que cette formalisation, est-ce qu'elle est au final efficace quand elle passe par toutes ces étapes ? Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, par exemple, dans la façon dont à Stanford, on explique la partie sur définir la problématique. D'accord ? Donc, on va essayer d'avoir son sujet et on va essayer de définir quel est le problème, quel est le verbe. Donc là, par exemple, on voit, ils ont fait une explication en disant il y a une fille qui est à l'école, qui rentre à l'école et qui a besoin, donc ça c'est leur statement, elle a besoin de se sentir acceptée par les autres quand elle mange de la nourriture healthy. Bon. Et pourquoi on sait ça ? C'est parce que dans son groupe social, il y a plus de risques à être rejeté si on se comporte un peu de façon, je sais pas, bobo, plutôt que de manger de façon healthy. Voilà.
Donc ça, c'est leur supposition. Mais encore une fois, là, ils sont en train d'essayer de créer un besoin chez des gens. Parce qu'en fait, ils ne s'attaquent pas au fond du problème qui est l'insécurité sociale dans un groupe, mais ils s'attaquent à, sur une petite partie, comment est-ce qu'on va faire pour leur vendre un produit, pour leur réussir à les rendre confiants sur le fait de manger de la bouffe saine. Et donc rendre manger de la bouffe saine acceptable quand on est au collège, alors que c'est mieux de manger du McDo. Bon. Donc, ça, c'est cette partie-là, define. Donc, après cette partie, il y a la partie d'idéation. Donc, la partie d'idéation, une fois qu'on a le problème, donc là, par exemple, c'est un autre exemple. Donc, on a des gens, des personnes âgées, et on a défini que leur problème, c'était de pouvoir se rencontrer, puisqu'en fait, ils ont un problème de mobilité, mais leur problème, c'est pas surtout qu'ils ne peuvent pas se déplacer, c'est qu'ils ont envie de pouvoir interagir avec d'autres personnes. Et donc, on va imaginer différentes solutions, donc un déambulateur, un skateboard volant, de la VR, etc., etc. Donc ça, c'est le processus d'idéation. On fait plein de propositions sur ce qu'on a identifié comme étant un problème. Et ensuite, une fois qu'on a fait toutes ces propositions, on les prototype et on les prototype, d'accord ? Donc on essaie de réfléchir à un système qui serait fonctionnel. Donc vous voyez, là, la personne dans son bureau, elle a fait son prototype. Okay, et puis ensuite, elle le teste. Et là, elle se rend compte que ça ne marche pas. C'est de la merde. Du coup, tout ce processus vous amène à fail early. Plantez-vous vite. D'accord ? C'est le déroulé de ça. Et c'est ce qu'on explique dans ces méthodes-là, c'est que mieux vaut se planter ici, parce que si vous vous plantez là, vous aurez investi un temps important et considérable dans tout ça et vous tomberez de plus haut. Donc, du coup, ça, c'est cette méthodologie-là. Et pour la partie d'idéation, il y a une méthodologie pour justement sortir un maximum d'idées. D'accord ? Donc, moi, je ne l'ai pas repris exactement, mais je pense que c'est une façon de faire qui est aussi importante pour réfléchir à partir de ces problèmes-là, de ce qu'on a identifié, de sortir des idées. Donc, ne pas se formaliser du jugement. Donc là, ils ont fait defer judgment, c'est-à-dire le mettre à plus tard. Laissez votre ego de côté, c'est-à-dire c'est que de se dire que ce qu'on est en train de faire, c'est justement essayer de trouver le sens de ce qu'on fait, et donc préjuger de ce qu'on est, ça peut mettre, disons, une barrière. Alors ils disent encourage wild ideas. Je dis essayez de choquer par vos propositions. C'est-à-dire que en vous mettant dans une situation où vous essayez de faire des idées extravagantes, il y a peut-être des choses qui sortent de façon un peu comique ou un peu peut-être gênante ou peut-être innovante. Et faites dans la quantité, pas dans la... Non, faites dans la quantité et dans la qualité. Donc là, go for volume. Donc, faites pas une proposition, mais faites-en plein. Donc, n'ayez pas peur de faire plein de propositions autour d'un sujet que vous avez identifié. Et construisez vos idées en gardant en tête le verbe d'action qui correspond à votre sujet. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'essayer de créer un pont d'un geste, d'accord ? Et quel est ce geste ? Toujours avoir en tête quel est ce geste que vous êtes en train de faire. Bien. Alors, quel est le processus d'innovation pour faire ça ? On en revient un petit peu au point de départ. Au commencement était le verbe. D'accord ? Et à la fin, alors moi j'aurais tendance à dire à la fin il y a la poussière. Mais en vérité, le verbe c'est de l'air, c'est du vent. Donc pour moi c'est à peu près semblable. Donc on en vient du coup à ce que c'est que se définir soi-même. Alors l'ikigai, vous avez sûrement entendu parler de ça, que j'essaie de synthétiser du coup donc il y a la partie what are you are good at, ce dans quoi vous êtes bon, et ce que vous aimez. Et moi j'ai synthétisé ça juste dans vouloir être bon dans quelque chose. Ça lie les deux. Donc la question c'est est-ce que ça participe de votre formulation, de savoir dans quoi vous voulez être bon.
D'accord? Après, on va voir si être bon, ça sert à quelque chose. Mais dans quoi vous voulez être bon? Et ensuite, il y a la partie ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes payé. Ce qui est plus ou moins pareil, mais sur deux plans. Il y a d'un côté l'univers, la mission, donc ce dont le monde a besoin. Donc on a besoin de vous pour apporter la rédemption sur le monde, de votre karma, de ce que vous êtes. Donc ça, c'est votre rapport de vous avec la nature, avec ce que vous voulez. Et puis, à l'autre côté, quelque chose de bien plus terre à terre, les clients. D'accord? Et du coup, la question de vouloir être bon dans quelque chose, elle va se poser à un moment donné dans votre vie en disant, est-ce que j'ai envie d'être bon vers mon karma ou est-ce que j'ai envie d'être bon pour mes clients? Et en fait, je crois que la réponse, alors peut-être vous en avez, mais en tout cas, la réponse des clients dans ce processus où vous êtes le designer de vos interactions, de vos produits, de ce que vous allez créer, en vérité, le client, c'est vous. C'est vous qui avez en main ces gisements, c'est vous qui avez la possibilité de transformer ces gisements en un produit, c'est vous qui avez la possibilité de faire sens par rapport à votre karma et par rapport à ce dans quoi vous voulez être bon. D'accord? Et donc, d'une certaine manière, en fait, en ayant ces paramètres-là, la question maintenant, ce qui va se poser, c'est comment je vais faire pour être bon? Et est-ce que j'ai besoin d'être bon dans ce que je veux faire? Donc, dans quoi vous voulez être bon? Alors déjà, combien de temps est-ce qu'il faut pour être bon? Pour quelle perspective? Ça vous sert à quoi d'être bon? Est-ce que ça vous sert à vous faire des ennemis? Est-ce que ça vous sert à apprendre une langue étrangère que personne n'utilise? À quoi ça vous sert d'être bon? Dans les choses dans lesquelles vous vous lancez? Et dans quel périmètre vous voulez agir avec ces compétences dans lesquelles vous voulez être bon? Et est-ce qu'au final, vous n'êtes pas déjà bon? Est-ce que vous n'êtes pas déjà capable de faire ces choses-là? Peut-être que vous êtes déjà capable, peut-être que vous avez déjà une pratique, peut-être que vous avez déjà fait quelque chose dans lequel vous êtes bon. Et en fait, il faut vous poser la question. Donc, et ensuite, bien sûr, c'est la question de l'effort. Hein? Vous êtes des petits soldats de Macron. Et des petits soldats de votre construction. Et donc, cet effort-là, c'est l'effort de votre mise en mouvement de ça. Et donc, il faut que vous puissiez vous suivre à la trace, pour vous poser ces questions en permanence, pour savoir comment affiner au fur et à mesure votre exploration, là où vous êtes en train de trouver des choses, là où vous êtes en train de faire des découvertes, et là où vous êtes après éventuellement capable de passer en production. Mais après, je pose la question, ah oui, dans quoi vous voulez être bon? Non, mais ça j'ai déjà dit, voilà. Pardon. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'être bon? Parce qu'en fait, si on regarde plein de choses, au final, il suffit d'avoir du discours. Peut-être qu'il y a pas mal d'entreprises, et c'est peut-être ça aussi qui nous pose problème, c'est qu'on regarde plein d'entreprises et on se dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce greenwashing? Ou c'est quoi ces produits? Qu'est-ce qu'on me propose? Je ne trouve pas de sens dans ça. Et donc, en fait, au final, est-ce qu'on ne peut pas faire semblant d'être bon? Ou est-ce qu'on ne peut pas faire... en tout cas, pour faire semblant d'être bon, il faut être bon est-ce que vous êtes bon pour faire semblant? Hein? Est-ce que vous êtes prêt à faire semblant? Est-ce que ça va dans votre univers karma? Hein? Parce que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. D'accord? Vous pouvez très bien utiliser des concepts marketing, des idées qui sont en mouvance aujourd'hui pour réussir à produire quelque chose qui aura l'efficacité de vous donner un revenu, de faire de nouveaux produits, etc. Et en vérité, c'est pas pour rien que la Chine est le premier producteur, qu'on reprend toute Chine, c'est parce qu'il y a une réalité économique, il y a le fait que tout vient de Chine et que c'est nécessaire pour un certain nombre de gens qui ont cette aptitude et cette direction-là de vouloir être bon dans cette partie-là, d'avoir des clients, de toute la dimension peut-être aussi d'avoir des richesses, voilà.
et ben du coup d'aller dans ce sens-là. Et c'est tout à fait possible. Et je juge pas. Je juge pas. Enfin, moi, je respecte parfaitement les gens qui sont bons et qui croient dans ce qu'ils font. Et si la question morale vous bloque, mais mettez-la à la poubelle. Parce qu'il n'y a aucune raison que la morale vous empêche de vous mettre en mouvement. D'accord ? Si la morale vous met un petit peu vous retarde, mettez-la de côté. Peut-être vous y reviendrez après. Il y a plein de gens qui ont fait des boîtes et puis au bout d'un moment, à leur retraite, ils ont financé des villages en Afrique, etc. On n'est personne pour juger. Donc, bien. Non mais écoutez, moi je ne suis pas là pour vous faire la morale. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Moi, j'ai mon parcours, si vous voulez, on en parle, etc. Mais en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est simplement vous ouvrir les portes pour vous dire, voilà les champs possibles. Et soyons lucides par rapport à l'état du marché, de l'économie, etc. Mais je pense profondément que c'est possible. Et je pense que c'est une opportunité là de pouvoir prendre des déchets qui sont pour le moment gratuits, avoir ce processus de création autour de ces déchets, et éventuellement d'en faire quelque chose. Je pense que c'est une opportunité. Et c'est pour ça que je suis ici. Alors, après, est-ce qu'on a besoin d'être bon ? Ou il y a aussi la possibilité de travailler avec d'autres gens. Hein ? Ça, c'est possible aussi. Si vous n'êtes pas, soyez lucide sur vos compétences en design ou autre chose. Mais éventuellement, formulez un peu les choses pour savoir ce dans quoi vous voulez être bon et comment ça pourrait être complémentaire avec ce dans quoi d'autres pourront être bons pour pouvoir éventuellement rejoindre un objectif partagé. D'accord ? Donc, voilà. Et après, ne soyez pas trop exigeants envers vous-même non plus. Hein ? Voilà, on n'est pas en Macronie ici. Ici, c'est la République indépendante de la Villette Makers. OK ? Donc, et aussi, votre investissement, essayez de voir aussi ce que vous allez mettre en vous, qu'est-ce que vous espérez en retirer. Donc, pour reprendre ça, donc, par exemple, si vous aviez la recette secrète du Coca-Cola, qu'est-ce que vous feriez ? Alors, venez, je vous écoute. Je la vendrais à Pepsi pour me faire plein de thunes et faire des trucs bien après. Ok, pas mal, pas mal. On a dit en open... Ah, tu voulais dire ça ? Vas-y, dis. Ah non, vas-y. Alors, moi, je voulais rendre local le Coca-Cola, sa fabrication. Ouais, parce que j'adore le Coca-Cola et à chaque fois que j'en achète, je me sens mal en me disant que, voilà, il y a tout un tas de trucs derrière, pas top. Moi, je suis un peu radicale, mais je la brûlerai. Elle brûlerait la recette. Open source. Hein, open source. Ok. Moi, je pense que bon, je sais pas. Il y a d'autres idées. Ok. Du coup, juste savoir une chose. Si vous avez cette recette-là, et pour le moment, personne n'a vraiment dit ça, mais si vous avez cette recette et vous décidiez de faire vous aussi du Coca-Cola, en fait, même si vous avez la recette, il y aurait plein de problèmes, en fait. Même si vous avez trouvé la clé, la réponse, le truc, c'est qu'à partir du moment où il faut vous mettre en mouvement pour produire du Coca-Cola, vous allez vous heurter à l'industrie agroalimentaire. Il va falloir produire dans des champs de sucre, etc. Et ça va être, va falloir créer une industrie gigantesque. En vrai. Tiens. Menacer Coca-Cola. Okay. Avant l'open source, la menace en fait. Ok. Tu sais que c'est enregistré, hein. Fais gaffe. Le KGB, la DGSE, tout ça. Non, c'est la CIA, pardon, la CIA. Ok, donc
Tout ça, au final, même si vous avez la recette de Coca-Cola, vous partez avec peut-être un bon asset, ok, mais ça veut dire qu'il va falloir que vous réfléchissiez sérieusement à comment avoir cette énergie d'exploration pour pouvoir en faire quelque chose. Comment vous investir, vous, d'un point de vue mental et physique, pour en faire quelque chose. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en faire des champs de sucre et avoir le même rendement que Coca-Cola, mais vous pouvez en faire quelque chose. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que vous avez la même chose. Vous avez la recette secrète du Coca-Cola ici. OK ? Plus ou moins distillée. OK ? Et c'est à vous d'essayer d'investir votre énergie d'exploration pour en faire quelque chose. Je vais vous raconter juste un petit truc personnel, du coup. Du coup, quand j'étais jeune, c'était il n'y a pas si longtemps, j'étais adolescent chez moi, à Casablanca, et mon père a décidé de faire du savon. D'accord ? Et donc, à ce moment-là, il commençait à se renseigner sur faire du savon, produire du savon, au point qu'il a commencé à faire des démarches pour aller en Inde, pour aller récupérer un truc qui fait du savon. Bon. Il a fait le visa, il a payé son visa, etc., pour aller en Inde, pour explorer le savon. Et moi, j'ai écouté mon père, et je lui ai dit, mais papa, mais pourquoi est-ce que tu n'essaies pas déjà de fabriquer du savon, de faire un savon, voir s'il sera rêche, s'il sera doux, s'il sentira bon, s'il aura quelque chose, avant de partir en Inde pour trouver du savon. Et je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si mon père a raison dans sa démarche, sachant que peut-être, voilà, son but, c'était d'importer du savon. Simplement, le problème, c'est qu'il n'avait pas forcément les moyens financiers de faire de l'import de savon, ou de l'import de cette plante. Nous, ici, on a peut-être certains un peu du capital, on est peut-être capable de l'investir dans nos projets, mais aussi, la réflexion qu'on a, c'est comment partir de peu, comment réussir avec peu, avec des déchets, de faire une solution qui ait un potentiel. Et pour moi, encore une fois, faire du savon, ça demande du coup de passer par cette étape-là, de donner une forme aux choses, de donner une forme à nos envies, à nos idées. Donc voilà. Donc il est pas parti en Inde, il n'a pas pu partir en Inde, son projet s'est arrêté. Et je crois qu'en fait, tout ce que je vous dis là, c'est animé par cet épisode-là, entre autres et d'autres, où en fait, à un moment donné, entre la volonté de faire et la pensée qu'en fait les choses vont se faire d'elles-mêmes, ou les autres vont le faire pour nous, ou l'idée va apparaître, ou les gens vont vouloir comprendre que cette idée est bien et qu'il faut investir dedans, en fait, ça a limité, ça a détruit le potentiel d'exploration de la matière et même de donner une forme qui fasse sens, qui donne un sens aux choses. Et je pense que, du coup, en fait, ce qu'on fait là, c'est un travail d'artiste. C'est un travail de prendre une matière et d'en faire un design, d'en faire quelque chose qui fasse sens d'un point de vue de la nature, de nos préoccupations sur le monde, mais aussi de créer une œuvre, une sculpture, de créer une forme qui puisse servir, qui puisse donner du sens au monde. Et donc, bien sûr, il y a cette distinction entre un produit, ça ne donne pas sens au monde, un produit, c'est juste pour être consommé. Mais je ne crois pas. Je crois que, quelque part, notre travail aussi, c'est ça, c'est d'essayer de donner une dimension qui fait sens aux produits qu'on essaie de construire et d'inventer. Donc voilà, maintenant, toutes ces questions, je les ai mises un petit peu à la suite. Votre envie d'exploration, elle est à vous. Et puis vous avez du temps maintenant un peu pour très calmement, tranquillement, vous attarder sur ces questions. Voilà.
Donc vous pouvez aller sur la feuille du cours qui doit être en ligne.